de 2016, pardon, de juin 2016, une montée des eaux rapides, mais ensuite ça redescend. Pourquoi? Parce qu'on a en fait des pluies qui vont se former très rapidement, des orages qui vont stagner sur des petits cours d'eau qui sont très proches de Paris. Donc une montée des eaux rapides, une descente des eaux rapides, absolument dramatique, plus d'1 milliard de dommages, des destructions massives, Nemours, Souques-sur-Loing par exemple. On aurait pu avoir des victimes, des choses vraiment très très graves, un musée détruit, des terres agricoles ravagées, et puis des inondations dont on parle beaucoup moins, mais qui ont été aussi le cas dans le Loiret, notamment avec des risques de rupture de digues. Donc là, ça a vraiment touché les territoires ruraux, ça a été absolument dramatique. Mais vous voyez bien qu'à Paris, il ne se passe rien en réalité. C'est rien du tout. Tout le monde paniquait, on avait les Japonais qui venaient nous interroger, ça ne s'est rien passé. La crue de janvier, elle est plus vicieuse. La crue de janvier 2018, elle est plus vicieuse parce que vous voyez, elle monte doucement. Et mon voisin vous en parlera mieux que moi. Heureusement qu'on a eu les barrages. Parce que très clairement, le rôle écréteur des barrages a permis de tamponner quelque chose qui aurait pu nous conduire à des scénarios bien plus dramatiques. Si vous regardez la crue, on est à peine à 5,80 m à Paris. Moi, j'habite une commune du 94, j'habite à Joinville-le-Pont. Des gens évacués, des gens avec des caves inondées, des remontées de nappes très importantes, et déjà des situations qui auraient pu devenir très compliquées alors qu'on est plus de 3 mètres en dessous du niveau de 1910. Autrement dit, pour un chercheur, là encore, du point de vue hydrologique, il ne s'est rien passé, parce qu'il n'y a pas d'inondation dans les centres stratégiques et névralgiques de l'agglomération. Alors, les mécanismes, qu'est-ce qui se passe quand on a ce type d'événement qui arrive? Alors, ce que vous voyez, donc là on est à Melun, mais ça a été très, on peut tourner. Au départ, ce qu'on voit, c'est effectivement quelque chose de très classique, c'est une inondation par débordement de cours d'eau. Donc le fleuve sort, la rivière sort de son lit et inonde. Alors, face à cette inondation, effectivement, la montée des eaux est lente. Alors quand on dit la montée des eaux est lente, enfin elle est lente, mais ça va quand même assez vite. Simplement, effectivement, on n'est pas comme dans le sud de la France, où là, vous avez une montée en 6 heures et une redescente en 6 heures. Bon, on est sur des temps un peu plus longs de montée. Avec une grosse difficulté, c'est qu'il y a des ouvrages de protection qui sont les digues. Et on a sur le cœur de la région parisienne des murettes, des murs de protection qui sont installés. Alors qui sont très différents en fonction qu'on est... plus en fait on s'éloigne du cœur parisien, moins elles sont calibrées. Pourquoi? Parce que la banlieue, simplement, elle s'est construite au fur et à mesure, et donc on a calibré au fur et à mesure du temps où on construisait. Face à cette montée des eaux, il n'y a pas grand-chose à faire. En gros, on a les sacs de sable, les protections amovibles qu'on appelle les bâtards d'eau, et un risque majeur, c'est que dans beaucoup de cas, on a construit des habitations derrière les digues. Or, le problème d'une digue, c'est que quand elle casse, vous avez une vague déferlante qui arrive, avec des risques pour les populations. D'autant que, notamment dans la petite et la moyenne, la grande couronne, en fait, vous avez des habitations, vous le voyez là, 2 étages. Pourquoi les gens ont construit sur 2 étages? Parce qu'historiquement, ils savaient que c'était inondable. Aujourd'hui, quand vous allez sur ces terres, enfin, quand vous achetez une maison, vous dites oh, c'est merveilleux. Vous avez 100 mètres carrés avec rez-de-chaussée aménageable. Et qui vous mettez dans le rez-de-chaussée? Soit une personne âgée dépendante en fauteuil ou en lit médicalisé, soit l'adolescent, c'est pratique, il joue de sa guitare dans son machin et comme ça vous ne l'entendez pas. Et donc vous vous retrouvez avec des situations extrêmement problématiques. En fait, les gens se retrouvent inondés. Si possible, en plus on a mis de la moquette et des prises en rez-de-chaussée. Et évidemment, vous vous trouvez dans des situations où les gens n'ont plus l'habitude de vivre à l'étage. Donc ça, c'est un problème qu'on a retrouvé sur l'intégralité de la banlieue parisienne et qui appelle du coup des évacuations et donc une mobilisation très forte de la puissance publique qui du coup se trouve très vite avec des moyens complètement dépassés. Sauf que ça, alors vous voyez, quand on regarde dans les modélisations, on a aujourd'hui des modélisations qui ont été faites dans le cadre de la directive inondation européenne, où on a donc modélisé de façon de plus en plus précise les hauteurs d'eau. Alors ce que vous voyez d'un côté, donc c'est sur la petite et la moyenne couronne, donc les territoires inondables, vous voyez qu'il y a quand même des territoires très concernés. Je pense notamment justement au Val-de-Marne, je pense à la boucle de Gennevilliers, avec énormément de populations. Et de populations, en plus qui dans certains cas sont des populations relativement âgées qui nécessitent des déplacements.
Ce que vous voyez là, ici, donc l'Institut d'urbanisme de Paris a modélisé cette inondation sur des lieux emblématiques de la capitale pour montrer ce que pourrait être une crue analogue à 1910. D'emblée, ce qu'ils ont choisi, et ça c'est très intéressant, on est sorti du bleu layette pour passer à la réalité d'une inondation, c'est-à-dire une eau sombre, qui sent mauvais, qui est polluée, avec des végétaux